Un lundi matin, ma maison à Chicago était aussi animée que jamais. Le bruit des casseroles qui s'entrechoquaient dans la cuisine, l'arôme du café fraîchement moulu mélangé au doux parfum d'un échantillon de parfum que j'avais laissé sur la table de la salle à manger. Je me dépêchais de me préparer pour aller au bureau superviser la nouvelle ligne de parfum, la fierté de toute ma vie. Julian, mon fils, était déjà prêt dans un costume impeccable, se préparant pour une réunion importante à la société financière où il est directeur général. Voir mon garçon se peigner devant le miroir me remplissait de fierté. Julian était tout ce que j'avais, mon unique enfant, à qui j'avais dédié toute ma vie pour l'élever et l'aimer. Dans la cuisine, Nathalie, ma belle-fille, était occupée à préparer le déjeuner. Elle s'était levée tôt, ses longs cheveux attachés en queue de cheval. Et pendant qu'elle remuait une casserole, elle discutait au téléphone avec ses amis. Sa voix était un joyeux bavardage plein de rire, mais ses mains bougeaient avec agilité, arrangeant la nourriture dans 2 récipients Tupperware, un grand pour Julian et un plus petit pour moi. Debout à l'entrée de la cuisine, je la regardais travailler avec une chaleur dans la poitrine. « Tu es si attentionnée, ma chère. Tu ne t'inquiètes pas seulement pour ton mari, mais aussi pour ta belle-mère, dis-je, incapable de cacher un sourire. » Nathalie se retourna. Ses yeux brillèrent et elle sourit légèrement. « Je veux juste que tout le monde mange bien, Caroline. Manger à l'extérieur ces jours-ci n'est tout simplement plus sûr. » Ces mots m'ont ému. J'avais toujours vu Nathalie comme une fille, ma belle et dynamique belle-fille, qui savait toujours prendre soin de la famille. Alors que nous nous préparions à partir, Nathalie se dépêcha de me donner le petit récipient pendant qu'elle mettait le grand dans la voiture de Julian. Je plaçai soigneusement le récipient dans mon sac à main, pensant à quel point Nathalie était incroyablement attentive. C'était une femme de famille. Elle me mettait toujours à l'aise. Puis je sortis, sans me rendre compte que ce Tupperware allait tout changer dans ma vie. À l'heure du déjeuner, mon bureau était animé comme d'habitude. Les jeunes employés se rassemblaient autour de la table, riant et bavardant sur leurs maris et leurs enfants. J'ouvris mon sac à main, sortis le Tupperware, mais réalisai immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas le petit récipient que Nathalie m'avait préparé, mais le grand, celui de Julian. Je ris et secouai la tête. Nathalie est plus étourdie que cette vieille belle-mère, pensai-je, croyant que c'était juste une adorable confusion. En ouvrant le couvercle, je remarquai que le bord du Tupperware contenait de petits granules blancs, comme du sucre. Comme c'est étrange. Un plat salé avec du sucre sur le bord, murmurai-je, à moitié curieuse et à moitié amusée. Les employés qui étaient à proximité tourbillonnaient autour de moi et me taquinaient. Caroline, le bord de ton Tupperware ressemble au sel d'une margarita. Tout le bureau éclata de rire. L'atmosphère était aussi joyeuse qu'une petite fête. Je pris le récipient et l'apportai à Arthur, mon collègue le plus proche. Il avait été médecin avant de prendre sa retraite et travaillait maintenant comme consultant en sécurité au travail pour mon entreprise de parfumerie. Arthur était toujours la personne en qui j'avais le plus confiance, avec qui je partageais les petites anecdotes de ma vie. « Regardez ça, dis-je en riant, en lui montrant le récipient. Nathalie, si jeune et déjà plus distraite que moi. Elle cuisine un plat salé à son mari et met du sucre sur le bord du Tupperware. Peut-être qu'elle voit à quel point Julian travaille dur et veut qu'il prenne du poids. » Je plaisantais, m'attendant à ce qu'il éclate de rire comme les autres. Mais Arthur ne rit pas. Il prit le récipient, l'inclina sous la lumière fluorescente du bureau et frotta doucement le bord avec son doigt. Soudain, son visage devint pâle et il plissa les yeux comme s'il venait de voir quelque chose d'horrible. « Qui a préparé cette nourriture pour vous ?» demanda-t-il d'une voix grave et sérieuse. Je fronçai les sourcils, un peu confuse. « Ma belle-fille, comme toujours, elle prépare le déjeuner pour moi et mon fils à emporter au travail. Aujourd'hui, elle m'a accidentellement donné le récipient de Julian. »« Pourquoi ?» répondis-je, essayant de rester calme, bien qu'un mauvais pressentiment commençât à s'insinuer en moi. Arthur ne répondit pas immédiatement. Il me regarda avec des yeux pleins d'inquiétude et dit soudainement à voix haute, avec une urgence qui me surprit, « Emmenez votre fils à l'hôpital tout de suite. » Cette phrase fut comme un coup de poignard droit au cœur. Je me figeai, sentant le sang se glacer dans mes veines. Les rires et les bavardages dans le bureau s'éteignirent instantanément. Tout tomba dans un silence de mort. Les jeunes employés se regardèrent, perplexes, ne comprenant pas ce qui se passait. J'essayai de garder mon calme et demandai à nouveau, « Pourquoi ? Expliquez-moi, Arthur. »
Que se passe-t-il? Mais il secoua simplement la tête. Sa voix tremblait. Je ne peux pas vous l'expliquer maintenant. C'est quelque chose de terrible. Faites ce que je dis ou votre fils ne survivra pas. Je sentis mon cœur se briser en morceaux. Julian, le fils que j'avais protégé toute ma vie, le garçon que j'aimais plus que moi-même, était en danger. Je ne le comprenais pas. Je ne voulais pas y croire, mais la gravité dans la voix d'Arthur m'empêcha de douter. Je me tournai vers lui, luttant pour que ma voix ne se brise pas. Êtes-vous sérieux? Ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? Arthur prit ma main. Ses yeux étaient rouges. Je vous jure que je ne plaisanterai jamais avec quelque chose comme ça. Ces granules blancs ne sont pas du sucre. Vous devez agir maintenant. Ces mots furent comme une sonnette d'alarme qui réveilla tous mes sens. Je ne savais pas exactement ce qui se passait, mais mon instinct maternel me disait que quelque chose n'allait vraiment pas. Le Tupperware était toujours là sur la table comme un avertissement silencieux. Je le regardais, puis Arthur, et un instant, je sentis le monde entier s'effondrer à mes pieds. Arthur me poussa pratiquement hors du bureau. Sa voix était pressante et pleine d'angoisse. Allez-y maintenant. Vous ne pouvez pas perdre une seule seconde. Il avait déjà son téléphone en main, appelant un contact au service de toxicologie de l'hôpital Saint-Joseph. Sa voix tremblait, mais elle était claire. J'ai besoin que vous analysiez un échantillon immédiatement. C'est une question de vie ou de mort. Je restais là, serrant le récipient, mon esprit en plein chaos. Quelques minutes auparavant, je plaisantais à propos des granules blancs sur le bord, et maintenant ce récipient ressemblait à une bombe qui pourrait détruire tout mon monde. Je le plaçais soigneusement dans un sac en plastique, comme si je manipulais des preuves d'une scène de crime. Je pars tout de suite, dis-je à Arthur, ma voix durcie pour cacher la peur qui grandissait en moi. Il hocha la tête avec un air sérieux. Je vous vois à l'hôpital. Ne laissez personne toucher ce récipient. J'appelai mon chauffeur personnel, Robert, qui travaillait pour ma famille depuis plus de 20 ans. Quand je lui dis de se rendre directement à Saint-Joseph, il me regarda dans le rétroviseur avec curiosité, mais ne posa aucune question. Vite, Robert, dis-je, ma voix. Pendant le trajet, je m'assis sur la banquette arrière, agrippé au sac en plastique, mon regard fixé sur la fenêtre. Les rues de Chicago étaient aussi animées que jamais, les bus verts de la ville passaient à toute vitesse, les vendeurs de rue criaient leurs marchandises sur le trottoir, et le soleil éclatant se reflétait sur les bâtiments en verre. Mais tout cela me semblait lointain, comme si j'étais dans un autre monde, un monde où seul moi et la terreur de ce qui allait arriver existaient. En arrivant à l'hôpital, je me rendis à l'accueil, toujours serrant le sac en plastique. La jeune infirmière, avec des lunettes à monture épaisse, leva les yeux surprise quand je lui dis « J'ai besoin qu'on analyse un récipient de nourriture. Il y a quelque chose d'étrange dedans. » Elle cligna des yeux comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait, mais ensuite le téléphone sur son bureau sonna. J'entendis vaguement la voix d'Arthur à l'autre bout de la ligne, et l'infirmière hocha rapidement la tête, notant quelque chose. « D'accord, madame. Veuillez patienter un instant. L'échantillon sera immédiatement emporté au laboratoire, dit-elle d'un ton professionnel qui ne cachait pas sa curiosité. J'ai juste hoché la tête, trop épuisé pour donner plus d'explications. Un employé en blouse blanche prit l'échantillon, et on me guida vers une salle d'attente dans le couloir. Le couloir de l'hôpital Saint-Joseph était bondé de monde, des pas pressés, le son monotone des haut-parleurs appelant les patients, et l'odeur de désinfectant qui planait dans l'air. Je m'assis, serrant mes mains, essayant de rester calme. Mais chaque minute qui passait me semblait une heure. Je regardais l'horloge murale. L'aiguille des minutes avançait avec une lenteur exaspérante, comme pour se moquer de ma patience. Dans mon esprit, des images de Julian enfant courant dans Lincoln Park en me tenant la main apparurent. Plus tard, sur le podium, recevant son diplôme universitaire avec un sourire radieux, et même les moments plus récents où il se plaignait d'être fatigué, se frottant l'estomac d'une voix faible. Ce doit être le stress du travail, maman. J'avais pensé que c'était juste du stress comme n'importe quel autre jeune homme. Mais maintenant les mots d'Arthur résonnaient dans ma tête. Ou votre fils ne survivra pas. Je sentis mon cœur se serrer. Comment cela pouvait-il être? Qui voudrait faire du mal à Julian, mon bon fils, travailleur? Je sortis mon téléphone et composai le numéro de Julian. Ça sonna, mais il ne répondit pas.
Je savais qu'il était en réunion importante, mais le silence au bout du fil me serra le cœur. Je lui laissai un message. Mes doigts tremblaient en tapant. Julian, tu dois faire un bilan de santé aujourd'hui. En secret, ne le dis à personne, pas même à ta femme. J'appuyai sur envoyer et fixai l'écran, attendant une réponse, mais rien. Je me dis de me calmer, mais l'anxiété grandissait comme une vague sur le point de me noyer. Finalement, après une éternité, un jeune médecin sortit du laboratoire. Il portait un badge avec le nom Miller. Son visage était sérieux, mais son regard était bienveillant. « Vous êtes la personne qui a apporté le récipient de nourriture, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, tenant une feuille de papier. J'hochai la tête, mon cœur battant comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Il s'assit à côté de moi et dit lentement mais clairement. « Nous avons analysé l'échantillon de nourriture. Il contient de l'arsenic. C'est une substance extrêmement toxique. S'il est consommé continuellement sur une longue période, il cause des dommages à l'estomac, au foie, aux reins, et peut même entraîner la mort. » J'entendis ces mots et fus paralysé. Le mot arsenic résonnait dans ma tête, aussi aigu qu'un rasoir. J'étais stupéfaite, incapable de dire quoi que ce soit. Je me contentais de fixer le médecin, espérant avoir mal entendu. « Mais docteur, continua Miller. » Sa voix devint plus grave. Des symptômes tels que la fatigue, des douleurs abdominales, des nausées correspondent parfaitement à un empoisonnement chronique. Si votre fils a mangé ces aliments pendant longtemps, il y a un risque élevé qu'il ait été empoisonné. Mon esprit tournait. Je me souvins soudain des fois où Julian se plaignait d'être fatigué. Les nuits où il s'asseyait sur le canapé en se frottant l'estomac, le visage pâle. Ce doit être la pression du travail, disait-il. Et je l'avais cru. Je l'avais emmené chez le médecin, mais il ne lui avait prescrit que des vitamines et recommandé du repos. Comment aurais-je pu imaginer que dans ces mêmes déjeuners préparés avec tant de soin chaque jour, un poison mortel était caché? Je serrai les poings, mes ongles s'enfoncèrent dans ma peau, essayant de ne pas craquer là. « Merci, docteur, murmurai-je, la voix étranglée. Le docteur Miller hocha la tête, plaça une main réconfortante sur mon épaule, et partit. Je sortis de l'hôpital, sentant mes pieds peser une tonne. Assise dans la voiture, je serrai le sac en plastique contenant le Tupperware comme si c'était la dernière preuve d'une vérité terrifiante. Les rues de Chicago étaient toujours bruyantes avec le son des klaxons et les rires des gens, mais je n'entendais plus rien. Dans ma tête, il n'y avait qu'une question qui se répétait encore et encore. Qui a fait ça? Qui voudrait faire du mal à Julian? Et puis une pensée me glaça le sang. Nathalie, ma belle-fille, celle qui avait préparé cette nourriture, la personne en qui j'avais toujours eu confiance, que j'aimais comme une fille. Non, ça ne peut pas être, me dis-je. Nathalie était toujours si attentive. Elle s'occupait de Julian à chaque repas, à chaque instant. Mais alors l'image des granules blancs sur le bord du Tupperware apparut dans mon esprit et la voix d'Arthur résonna. C'est quelque chose de terrible. Je sortis mon téléphone et vérifiai le message que j'avais envoyé à Julian. Toujours pas de réponse. Je voulais rappeler mais arrêter ma main. Si c'était Nathalie, je ne pouvais pas la laisser soupçonner quoi que ce soit. J'avais besoin de temps pour enquêter afin de protéger mon fils. Assise dans la voiture, je regardais par la fenêtre. La lumière du soir se reflétait sur les gratte-ciel, mais dans mon cœur il n'y avait que l'obscurité. Julian était tout ce que j'avais. J'avais perdu mon mari il y a 10 ans, et j'avais construit la marque de parfum par moi-même pour la laisser à mon fils. Je ne pouvais pas le perdre. Je ne pouvais pas. Cet après-midi-là, je ne pouvais pas rentrer tout de suite. Mon esprit était toujours en plein tumulte après ce que le docteur Miller m'avait dit à l'hôpital Saint-Joseph. J'avais besoin de réponses, d'un indice pour comprendre pourquoi ce cauchemar arrivait à Julian. Je décidai de me rendre directement au bureau de M. Wallace, mon avocat personnel, qui m'avait aidé pour toutes les affaires juridiques de ma marque de parfum depuis plus de 20 ans. S'il y avait quelqu'un qui comprenait parfaitement mon patrimoine et ce que j'avais arrangé, c'était lui. Quand j'entrai dans son bureau, M. Wallace était assis derrière son bureau avec ses lunettes à monture dorée, lisant attentivement un dossier. En me voyant, il leva les yeux et me fit un sourire bienveillant. « Caroline, quelle surprise de vous voir ici sans rendez-vous. Est-ce quelque chose d'important ?» Je m'assis dans le fauteuil en cuir devant lui, à l'endroit au but. « M. Wallace,
j'ai besoin que vous révisiez mon testament et tous les documents de mon patrimoine tout de suite. » Ma voix sonnait plus ferme que je ne m'y attendais, comme si j'essayais de cacher la tempête d'émotions que je ressentais à l'intérieur. Monsieur Wallace fronça les sourcils mais ne posa plus de questions. Il se leva, ouvrit un classeur et en sortit un épais dossier. « C'est le dernier projet que vous avez signé l'année dernière, dit-il, plaçant les papiers devant moi. » Je tournai les pages une par une. Les mots secs sur les propriétés, les biens immobiliers et les parts de l'entreprise défilaient devant mes yeux. Mais quand j'arrivai à la section sur la répartition de l'héritage, je sentis mon sang se glacer. Dans le testament, j'avais clairement stipulé que mes biens seraient divisés également entre Julian et Nathalie, mon fils et ma belle-fille, que j'avais toujours considérée comme une fille. Mais il y avait une clause qui me fit frissonner. Si l'un des deux décédait avant moi, le survivant hériterait automatiquement de l'intégralité du patrimoine. C'est-à-dire que si Julian mourait, Nathalie deviendrait l'unique héritière. Je levai les yeux vers Wallace. Ma voix tremblait. Et si je suis toujours en vie, pourrait-elle obtenir quelque chose? Monsieur Wallace ajusta ses lunettes. Sa voix était grave et claire. Si vous êtes toujours en vie, vous restez propriétaire de la marque de parfum et avez tout le droit de modifier le testament à tout moment. Mais si Julian venait à décéder avant vous, ses biens personnels, propriétés, investissements passeraient progressivement entre les mains de Nathalie. Quand vous décéderez, légalement, c'est le chemin le plus court pour qu'elle obtienne tout. Il fit une pause, me regardant comme pour s'assurer que je comprenais le poids de ses mots. J'hochai la tête, mais à l'intérieur tout s'effondrait. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter, et l'image qui se formait me laissait glacer. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de penser à Nathalie. Elle avait toujours été la belle-fille parfaite à mes yeux. Belle, attentive, elle savait toujours comment me rendre heureuse. Mais maintenant, mes souvenirs d'elle me semblaient déformés. Je me souviens des fois où elle me demandait discrètement la valeur de la maison en briques brunes à Lincoln Park ou de ses questions désinvoltes sur mes projets d'investissement à Scottsdale. Une fois, pendant le dîner, elle laissa échapper, « Si un jour vous n'êtes plus en charge, je continuerai à développer la marque. » N'est-ce pas, Caroline? Je promets de faire un excellent travail. À ce moment-là, je me suis contenté de sourire, pensant que c'était la préoccupation d'une belle-fille dévouée. Mais maintenant, cette phrase résonnait dans ma tête, aussi nette qu'un avertissement. Nathalie avait-elle tout planifié depuis le début? Nous voyait-elle, Julian et moi, non pas comme sa famille, mais comme des obstacles sur son chemin vers une immense fortune? Quand je suis rentré à la maison, il faisait presque nuit. La lumière jaune du porche illuminait la silhouette de Nathalie, assise dans un fauteuil en osier, vérifiant son téléphone portable. Elle leva les yeux et me sourit, aussi radieuse que jamais. « Tu es rentrée, Caroline? Je viens de prendre rendez-vous au spa pour le week-end. Tu veux venir avec moi? Ils ont un forfait massage relaxant incroyable. » Sa voix était douce et insouciante, mais elle ne me procurait plus la même chaleur. Je la regardais dans les yeux, essayant de trouver un signe, un indice de doute, une lueur de culpabilité, mais je ne vis rien d'autre que ce sourire parfait. « J'ai déjà un engagement, ma chère. »« Va avec tes amis, répondis-je sèchement, entrant rapidement dans la maison. Je ne voulais pas qu'elle voie à quel point mes mains tremblaient, ni la fureur et la douleur que j'essayais de réprimer dans mon regard. Dans le salon, je m'effondrai sur le canapé et mis mes mains sur ma tête. Mon cœur était partagé. Une partie de moi refusait de croire que Nathalie, la fille que j'avais accueillie dans ma famille à bras ouverts, pouvait faire quelque chose d'aussi monstrueux. Mais l'autre partie, la raison d'une mère, me criait que je devais protéger Julian, même si cela signifiait affronter la plus cruelle des vérités. Je me souvenais des premiers jours où Julian avait ramené Nathalie à la maison pour me la présenter. Elle était timide, tenait la main de Julian et me disait « Je promets de très bien prendre soin de lui, madame. » Je l'avais cru. J'avais pensé que j'avais de la chance d'avoir une belle-fille comme elle. Mais maintenant, chacun de ces souvenirs était comme un couteau qui me poignardait le cœur. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une lourdeur dans la poitrine, comme si un rocher m'écrasait. Le sommeil ne m'avait fait aucun bien. Je n'avais fait que des cauchemars à propos de Julian, du Tupperware et du sourire de Nathalie, un sourire dont je ne savais plus s'il était réel ou un masque. J'ai enfilé une blouse bleu foncé, la couleur que Julian disait autrefois me donnait un air très imposant, et je me suis rendu à son bureau du centre-ville de Chicago. Je ne l'avais pas prévenu. Je lui ai juste envoyé un court message.
J'ai besoin de te voir tout de suite. Pendant le trajet, j'ai essayé de rester calme, mais mes mains agrippaient le volant, trempées de sueur. Je savais que cette conversation allait tout changer, mais je ne pouvais plus la repousser. Julien devait connaître la vérité. Quand je suis arrivé, Julien venait de sortir d'une réunion. Sa veste était un peu froissée, mais son sourire était toujours radieux quand il m'a vu. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici sans me le dire ? Tu viens voir si je travaille dur ?» a-t-il plaisanté de son ton léger habituel. Voir mon fils là, si sain et insouciant, m'a brisé l'âme. Comment allais-je lui dire que la femme qu'il aimait, la personne en qui il avait le plus confiance, pourrait comploter pour le tuer? Mais je n'avais pas le choix. « Julien, viens à ton bureau avec moi. »« C'est quelque chose d'important, ai-je dit avec sérieux. » Il a froncé les sourcils, son sourire a disparu. Mais il a hoché la tête et m'a conduite à son bureau privé. Le bureau était spacieux avec une grande fenêtre donnant sur la ville animée. Julien s'est assis et m'a fait signe de m'asseoir en face de lui. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ? Pourquoi si sérieuse ? Y a-t-il un problème avec l'entreprise de parfum ? A-t-il demandé, pensant toujours que c'était une conversation normale. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai ouvert mon sac à main et j'ai sorti le dossier avec les résultats du laboratoire de l'hôpital Saint-Joseph et la copie du testament que M. Wallace m'avait donné la veille. Je les ai posés sur le bureau, les ai poussés vers lui et les regardés directement dans les yeux. « Lis-le, Julien, ai-je dit, ma voix pleine d'émotion contenue. » Julien a pris les documents et a commencé à tourner les pages. Son expression a rapidement changé, passant de l'indifférence à la confusion, puis à une pâleur mortelle. Quand il a lu les résultats du laboratoire, j'ai vu ses mains trembler, faisant froisser le papier. De l'arsenic dans ma nourriture. Il a levé les yeux, ses yeux grands ouverts comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il lisait. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable, et je lui ai tout raconté. Comment j'avais mélangé son Tupperware, les granules blancs sur le couvercle. L'avertissement d'Arthur et les résultats du laboratoire confirmant la présence d'un poison mortel. Je lui ai raconté lentement, détail par détail, comme si en parlant vite, je ne pouvais pas supporter le poids de la vérité. Julien était paralysé, serrant toujours les papiers. Il secouait la tête encore et encore, comme s'il voulait tout rejeter. « Ça ne peut pas être, maman, a-t-il dit d'une voix étranglée. Nathalie m'aime. Elle aime notre famille. Elle cuisine pour moi tous les jours, prend soin de moi dans les moindres détails. Comment pourrait-elle ? » Sa voix s'est éteinte, et j'ai vu ses yeux devenir rouges. Voir mon fils ainsi m'a déchiré de l'intérieur. Je voulais le serrer dans mes bras. Lui dire que ce n'était qu'un malentendu, mais les preuves étaient devant nous. Je ne pouvais pas lui mentir ni me mentir à moi-même. J'ai laissé Julien digérer le choc et puis j'ai dit d'une voix lente mais ferme, « Je sais que c'est difficile à croire, mon fils. Je ne veux pas le croire non plus, mais la preuve est là. Et te souviens-tu comment ta santé a été ces derniers mois ? Les fois où tu te plaignais d'être fatigué, de douleurs à l'estomac, de nausées. Je pensais que c'était à cause du travail, mais maintenant je sais que non. » J'ai fait une pause et les regardé dans les yeux. « Julien, je ne peux pas te perdre. J'ai besoin que tu affrontes cette vérité, aussi douloureuse soit-elle. » Julien a baissé la tête, couvrant son visage de ses mains et fermant les yeux très fort. Je savais qu'il essayait de relier les points. Les nuits où il rentrait épuisé, les fois où Nathalie lui apportait du jus d'orange, ou les repas qu'elle lui préparait avec un sourire tendre. Soudain, il a frappé fort sur la table, me faisant sursauter. « Si c'est vrai, a-t-il dit, sa voix tremblante de rage. Alors elle ne m'a pas seulement trahi. Elle veut voler ton héritage et détruire notre famille. » Je voyais dans ses yeux une douleur mêlée de détermination, comme s'il venait de réaliser que la vie en laquelle il croyait avait été brisée par la personne qu'il aimait. Je lui ai pris la main et l'ai serrée très fort. « Toi et moi devons coopérer avec la police, ai-je dit d'une voix déterminée. Nous ne pouvons pas l'affronter seuls. Si nous restons silencieux, tu seras en plus grand danger. » Julien m'a regardé. Ses yeux vacillaient entre douleur et doute. Je savais qu'il aimait encore Nathalie, qu'il voulait encore croire qu'il y avait une explication. Mais ensuite, il a pris une profonde inspiration et a hoché la tête, les yeux rouges. « Maman, je ferai ce que tu dis. Nous allons la démasquer. Je ne peux pas te laisser subir une autre perte. » Le même après-midi,
Julien et moi nous sommes rendus au commissariat pour voir le détective Bryant, que j'avais rencontré lors d'un séminaire d'affaires quelques années auparavant. Le détective était un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants, à la voix grave, mais avec un regard pénétrant. Nous nous sommes assis dans un petit bureau au mur blanc qui sentait le café. Je lui ai raconté toute l'histoire, du Tupperware aux résultats du laboratoire, tandis que Julien ajoutait des détails sur sa santé. Le détective Bryant a écouté attentivement, prenant des notes, hochant la tête de temps en temps. « C'est une affaire très sérieuse, a-t-il dit d'un ton grave. Nous garderons le Tupperware comme preuve et nous prévoyons d'installer des caméras dans votre maison pour la surveiller. Nous devrons également analyser plus d'échantillons de nourriture. » Il m'a regardé puis Julien. « Mais vous deux devez maintenir un secret absolu. Nous ne pouvons pas laisser le suspect savoir que nous enquêtons sur elle. » Julien a hoché la tête, mais je l'ai vu serrer les poings. « Compris, a-t-il dit d'une voix rauque. Je savais qu'il luttait contre lui-même, contre l'amour qu'il avait autrefois ressenti pour Nathalie. Quand nous avons quitté le commissariat, Julien est resté silencieux pendant longtemps. Nous étions sur le parking au milieu de l'agitation de Chicago. J'ai regardé mon fils, le jeune homme que j'avais élevé, qui semblait maintenant avoir vieilli de 10 ans en un seul jour. « Maman », il s'est tourné vers moi, sa voix étranglée. Je n'aurais jamais imaginé que la personne qui dormait à côté de moi chaque nuit voudrait me tuer. Mais pour toi, pour la marque, pour notre famille, je serai fort. Je suis allé vers lui et l'ai serré fort dans mes bras. Son corps tremblait et j'ai senti sa douleur se mêler à la mienne. « Mon fils, je suis là », ai-je murmuré tandis que les larmes coulaient silencieusement. Nous allons traverser cela ensemble. Mon cœur me faisait mal, mais il était rempli de détermination. À partir de maintenant, nous n'étions plus les victimes. Nous allions renverser la situation, et je ferai tout pour protéger mon fils, quel qu'en soit le prix. Après avoir quitté le poste de police, Julien et moi nous sommes assis dans la voiture. Personne n'a dit un mot pendant plusieurs minutes. Le moteur de la voiture ronronnait de manière monotone, mais en moi, tout était un tourbillon. Nous venions d'entrer dans une guerre où l'ennemi était quelqu'un que nous considérions comme de la famille. Julien fixait la fenêtre, son visage tendu et ses mains serrées sur ses genoux. Je savais qu'il luttait contre lui-même, pris entre l'amour et la trahison. « Maman, dit-il finalement, sa voix grave. Comment allons-nous la démasquer ? Je ne veux plus faire traîner ça. » Mon sang bouillonnait, sentant ma détermination grandir. « Nous allons la faire perdre patience, Julien. Si elle a vraiment un plan, elle fera une erreur. » En arrivant à la maison, j'ai immédiatement appelé le détective Bryant pour discuter du plan. Il a écouté puis a suggéré d'une voix ferme, attaquer son motif, l'argent. Si ce qu'elle cherche, c'est le patrimoine, faites-lui croire que l'opportunité lui échappe. Elle paniquera et agira de manière imprudente. Ces mots furent comme un éclair dans mon esprit. J'ai immédiatement pensé au testament, quelque chose qui semblait beaucoup intéresser Nathalie. Si je lui faisais croire que la fortune allait lui échapper, elle ne pourrait pas rester calme. « Je sais quoi faire », dis-je à Bryant, me sentant comme une stratège sur le point d'entrer en bataille. Le lendemain matin, j'ai appelé Monsieur Wallace, mon avocat. « M. Wallace, pourriez-vous venir à la maison cet après-midi ? Je veux discuter d'un nouveau testament, ai-je dit, en m'assurant que ma voix était forte pendant que Nathalie était à proximité, arrangeant des fleurs dans le salon. Je l'ai vue faire une pause un instant, ses mains immobiles, mais elle s'est rapidement penchée, faisant semblant de continuer sa tâche. Je savais qu'elle m'avait entendu. Cet après-midi-là, lorsque la voiture de Wallace s'est arrêtée devant le portail, j'ai délibérément ouvert le portail principal pour que Nathalie puisse le voir clairement. Elle était dans sa Porsche, disant au revoir à une amie, et son regard a glissé vers la voiture avec une curiosité qu'elle ne pouvait pas cacher. Dans le salon, Monsieur Wallace et moi étions assis l'un en face de l'autre, la fenêtre ouverte pour que nos voix puissent être entendues à l'extérieur. J'ai parlé d'une voix forte et claire. M. Wallace, j'y ai beaucoup réfléchi. Dans un mois, je modifierai officiellement le testament. Je veux faire don de la majorité de mon patrimoine à une fondation pour construire un foyer pour enfants abandonnés. Ils ont besoin de cet argent plus que mes enfants. Wallace, que j'avais déjà informé du plan, a hoché la tête et a joué le jeu. C'est une idée très noble, Caroline. Je préparerai les documents immédiatement. Quel pourcentage de vos biens souhaitez-vous allouer ?
J'ai répondu, en insistant délibérément sur au moins 80%. La marque de parfum, les propriétés, tout. Je veux laisser un héritage significatif. À ce moment-là, j'ai entendu des pas furtifs dans le couloir. Nathalie est passée avec un plateau de fruits dans les mains, mais ses pas se sont clairement arrêtés une seconde. Je l'ai regardée et je l'ai vue se figer un instant, les yeux grands ouverts, avant de se dépêcher. Mon cœur s'est emballé. Elle avait entendu, et je savais que cela avait touché sa plus grande peur. Quand Wallace est parti, Nathalie l'a accompagné jusqu'à la porte, un sourire forcé sur les lèvres qui n'avait plus son naturel habituel. « Merci d'être venu, monsieur Wallace » a-t-elle dit. Mais sa voix tremblait légèrement, comme si elle essayait de cacher quelque chose. Cette nuit-là, j'ai décidé de pousser le plan un peu plus loin. J'ai organisé un dîner de famille, comme je le faisais habituellement pour maintenir une atmosphère chaleureuse. Julien était assis à côté de moi et Nathalie en face, souriante, mais ses yeux manquaient de leur éclat habituel. En versant le vin, j'ai délibérément évoqué à nouveau le testament. J'ai bien réfléchi. La marque de parfum est l'œuvre de ma vie, mais je veux qu'elle soit liée à la philanthropie. Faire don de mes biens à la fondation est la manière pour moi de me sentir en paix. Nathalie hocha la tête, faisant semblant d'être d'accord. Comme c'est noble de votre part, Caroline. Je vous soutiens pleinement. Mais j'ai vu sa main serrer son verre de vin, ses ongles peints en rouge s'enfonçant dans le cristal. Julien a joué le jeu, son ton doux mais plein d'intention. C'est vrai, maman. C'est très précieux que tu penses à la société. J'aimerais aussi que la marque soit associée à une image humanitaire à l'avenir. J'ai jeté un coup d'œil à Nathalie et je l'ai vue baisser la tête, les lèvres serrées. Après le dîner, Nathalie s'est excusée. J'ai un rendez-vous tardif au spa avec une amie. Je pense que je serai un peu en retard. Elle s'est levée, a pris son sac à main et est partie. J'ai fait semblant d'être occupé à débarrasser la table, mais en passant par le jardin, je l'ai entendu parler au téléphone d'une voix basse mais pressée. Nous ne pouvons pas attendre un mois de plus. Nous devons agir maintenant. Mon cœur s'est arrêté. J'ai fait semblant de tousser et suis entré dans le jardin comme par hasard. Nathalie a sursauté et s'est retournée, les yeux paniqués. Oui, mon rendez-vous massage est changé pour demain matin. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, a-t-elle dit rapidement, changeant de ton avant de raccrocher. J'ai souri et hoché la tête. Tu es fatigué, ma chère? Alors repose-toi. Ne te surmène pas trop. Mais à l'intérieur, je savais qu'elle paniquait. Cette nuit-là, en montant dans ma chambre, je suis passé devant la chambre de Nathalie. La lumière était allumée et sa silhouette était projetée sur le rideau, faisant les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille. Je me suis tenu dans le couloir, écoutant. Sa voix était un murmure tendu. Je dois faire quelque chose avant que cette vieille femme ne signe le Nouveau Testament. Je suis retourné dans ma chambre. J'ai fermé la porte, mon cœur battant à tout rompre. Je savais que c'était le signe que son anxiété avait atteint sa limite. Les jours suivant ce dîner de famille, l'atmosphère à la maison devint tendue. Bien qu'en surface, Julien et moi essayions de garder tout normal. Mais à l'intérieur, je sentais que je marchais sur une corde raide où chaque pas devait être prudent car la moindre erreur pouvait tout ruiner. Un matin, en faisant du café, Julien est entré dans la cuisine, l'air fatigué. Il s'est assis, s'est frotté le front et a dit d'une voix basse, « Maman, la nourriture que Nathalie a cuisinée ces derniers jours a vraiment un goût étrange. La soupe d'hier était un peu amère, et le jus d'orange avait un sédiment blanc trouble. » Elle n'a pas arrêté, dit-il, les yeux pleins d'inquiétude. Ces mots furent comme un coup de poignard au cœur. Je lui ai pris la main, essayant de garder ma voix stable. « Ne mange rien de ce qu'elle te prépare. Je m'en occuperai. » Quelques jours plus tôt, le détective Bryant avait secrètement installé une caméra dans la cuisine, cachée dans le coin du garde-manger. Il m'a convoqué dans un petit bureau près du commissariat, où il y avait un grand écran pour tout surveiller. Je me suis assise là avec lui et un autre officier, les yeux rivés sur le moniteur. L'image était nette. Nathalie était dans la cuisine, portant un tablier, les cheveux attachés. Elle a ouvert une petite fiole en verre, l'a légèrement inclinée et a saupoudré une poudre blanche dans la marmite de soupe bouillante. Ses mouvements étaient lents et prudents, comme si elle l'avait fait des centaines de fois. Son visage était un masque de froideur, sans une once de doute, sans une trace d'émotion. J'ai agrippé le bord de la table.
Mes ongles se sont enfoncés dans le bois jusqu'à en avoir mal. Je voulais courir pour lui crier dessus, mais le détective Bryant a posé une main sur mon épaule et a dit d'une voix basse, doux, « Caroline. Nous avons besoin de plus de preuves. Elle ne s'en tirera pas. » J'ai hoché la tête, mais je sentais un feu en moi. Regarder Nathalie remuer la soupe, un léger sourire sur les lèvres, m'a donné l'impression que mon monde s'effondrait. La belle-fille que j'avais aimée, en qui j'avais eu confiance, était maintenant une étrangère, un danger tapi dans ma propre maison. Je me suis tourné vers Bryant avec une voix tremblante. « Êtes-vous sûr que la caméra enregistre tout ? Je ne veux pas qu'elle ait la moindre chance de le nier. » Il a hoché la tête avec un regard glacial. « Tout est enregistré, chaque détail clairement. » Cette nuit-là, Julien a mangé le dîner que Nathalie avait préparé, mais je lui avais dit de faire semblant de ne goûter qu'un peu. Dès qu'il a posé sa cuillère, il s'est frotté la tête, se plaignant de vertige, et s'est effondré sur le canapé. Nathalie s'est précipitée vers lui, l'a tenu et a dit avec une fausse inquiétude, « Tu as trop travaillé. Ce doit être le stress. Laisse-moi t'apporter un verre d'eau. » J'ai regardé d'un coin de la pièce. Son sourire était tendre, mais son regard était froid, comme si elle évaluait si son plan fonctionnait. Je me suis détourné, faisant semblant d'être occupé avec la vaisselle, mais mon cœur souffrait comme jamais auparavant. Julien jouait très bien, mais je savais qu'il souffrait aussi. Non pas du poison, mais de la trahison de la femme qu'il avait aimée. L'échantillon de nourriture de ce dîner a été secrètement collecté par la police pour analyse. Le lendemain matin, le détective Bryant m'a appelé à son bureau. Il m'a tendu la feuille avec les résultats. Sa voix était grave. La concentration d'arsenic dans la soupe et le jus d'orange est le double de celle du récipient précédent. Elle a paniqué, probablement par peur de perdre l'héritage après vous avoir entendu parler de la fondation. Elle accélère le plan. J'ai pris le papier. J'ai lu chaque ligne, sentant mon sang se glacer. Double, murmurai-je incrédule. Nathalie ne voulait pas seulement faire du mal à Julien. Elle voulait le faire rapidement avant que je ne puisse changer le testament. Bryant m'a regardé et a dit d'une voix basse, « Vous et votre fils devez être plus prudents. » Elle perd le contrôle. À partir de ce jour, j'ai commencé à prêter attention à chaque petit détail. Chaque fois que Nathalie servait du jus, elle servait toujours Julien en premier, plaçant soigneusement le verre devant lui avant de me servir ou de servir qui que ce soit d'autre. Une fois, j'ai fait semblant d'avoir soif et lui ai demandé de m'apporter un verre de jus d'orange. Elle a bougé nerveusement dans la cuisine. Ses mains tremblaient légèrement en me tendant le verre. « Voilà, Caroline, dit-elle, mais elle évitait mon regard, comme si elle avait peur que je découvre quelque chose. J'ai pris le verre et j'ai souri. « Merci, ma chère, mais j'ai en fait plutôt envie d'un verre d'eau maintenant. » Elle s'est figée un instant, puis a hoché la tête avec un sourire forcé. Une autre nuit, Nathalie a apporté un bol de soupe et l'a placé devant Julien avec un air inquiet. « Mange, mon amour. Je l'ai préparé spécialement pour toi. » J'ai regardé Julien et lui ai lancé un regard. Il a souri faiblement, mais j'ai parlé la première. « Je suis vieille maintenant. Je ne peux manger que du bouillon. Laisse ton mari avoir cette soupe. » Nathalie s'est arrêtée, le sourire figé sur ses lèvres. « Oui, bien sûr, a-t-elle répondu, sa voix un peu cassée, et elle s'est détournée rapidement. Je savais qu'elle était confuse, et cela m'a donné un étrange soulagement mêlé de douleur. Chaque fois que je refusais sa nourriture, j'avais l'impression de tisser un autre fil dans le piège que nous avions tendu. Julien a continué sa performance, devenant de plus en plus convaincant à chaque fois. Au travail, il se frottait délibérément l'estomac, l'air faible, ce qui inquiétait ses collègues. À la maison, il s'allongeait sur le canapé, soupirant et se plaignant de fatigue. Nathalie le regardait, un éclair de satisfaction dans les yeux, comme si elle croyait que le poison faisait effet. Voir cela me brisait le cœur. Julien n'était pas seulement mon fils, il était ma fierté, celui qui continuerait mon rêve. Le voir faire semblant d'avoir mal pour tromper celle qui essayait de le tuer me remplissait à la fois de fierté et d'une profonde tristesse. Le soir même, tard, alors que je passais dans le couloir, j'ai entendu Nathalie chuchoter au téléphone. Je me suis arrêté, me suis appuyé contre le mur, essayant d'écouter. Encore quelques jours après ça, je serai la seule à tout avoir, dit-elle d'une voix basse mais déterminée. J'ai silencieusement sorti mon téléphone, activé l'enregistreur vocal et l'ai tenu fermement.
Quand la voix de Nathalie est passée clairement, j'ai su que j'avais une autre pièce cruciale de preuve. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai envoyé l'enregistrement au détective Bryant avec un message. Nous sommes presque à la fin. Le lendemain matin, le détective Bryant a convoqué Julian et moi au commissariat. Quand nous sommes entrés, il était assis derrière son bureau, son regard pénétrant, mais sa voix calme. Nous avons suffisamment de preuves pour l'arrêter, mais pour nous assurer qu'elle ne peut pas le nier, nous avons besoin d'un coup final. Une fausse mort pour Julian la fera baisser sa garde et avouer son plan. J'ai regardé Julian, je l'ai vu serrer les mains, son visage tendu. Je savais qu'il aimait encore Nathalie, mais il a hoché la tête, sa voix. Je le ferai. Si nous continuons à attendre, elle continuera, et tu seras aussi en danger, maman. Ces mots furent comme un couteau dans mon cœur. J'étais fier de la force de mon fils, mais cela me faisait mal de le voir souffrir l'agonie de la trahison. Je lui ai pris la main et lui ai dit d'une voix basse, « Je suis là, Julian. Nous allons traverser cela. » Le détective Bryant a hoché la tête et a fait signe à un officier de nous emmener dans une salle de conférence pour finaliser les détails. Le plan était méticuleusement élaboré. La police a coordonné avec l'hôpital St. Joseph pour préparer une pièce spéciale remplie de caméras cachées dans chaque coin. Le docteur Evans, une vieille amie du détective Bryant, a accepté d'aider. Elle créerait un faux dossier médical avec un diagnostic clair d'empoisonnement grave et d'arrêt cardiaque pour le rendre plus convaincant. Julian et moi avons passé des heures avec elle à planifier chaque étape. Julian ferait semblant d'être empoisonné après le dîner, s'effondrant à table. Je serais celle qui appellerait l'ambulance et donnerait à Nathalie la nouvelle de sa mort. Chaque détail était calculé, mais l'anxiété ne me quittait jamais. Si Nathalie ne réagissait pas comme nous l'attendions, si elle soupçonnait quelque chose, tout pourrait s'effondrer. Cette nuit-là, la tension dans la maison était à couper au couteau. Nathalie prépara le dîner comme d'habitude, servit un bol de soupe aromatique et le plaça devant Julian. « Mange, mon amour. Je l'ai préparé spécialement pour toi, dit-elle avec un sourire tendre, mais un regard glacial. Je regardai Julian et lui fis un signe des yeux. Il hocha légèrement la tête, prit la cuillère, fit semblant de goûter un peu, puis la posa, faisant une grimace. Je suis rassasié aujourd'hui. Je pense que je mangerai léger. Nathalie le regarda avec un éclair de déception, mais le cacha rapidement avec un sourire. Eh bien, alors je le garderai pour que tu le manges demain. Quelques minutes plus tard, Julian commença à jouer. Il serra son estomac. Son visage devint pâle et sa respiration devint saccadée. Maman, ça fait si mal, murmura-t-il avant de s'effondrer sur la table, renversant un verre d'eau. Je sautai en criant. Julian, qu'est-ce qui ne va pas? Ma voix tremblait et ce n'était pas entièrement du jeu. Voir mon fils immobile, même si je savais que c'était faux, me serra le cœur. Nathalie se leva aussi, se précipita vers lui prit la main et cria, « Mon amour, réveille-toi. » Qu'est-ce qui ne va pas? Mais au moment où elle se pencha, je vis une étrange lueur dans ses yeux. Ce n'était pas de l'inquiétude, mais une satisfaction discrète, comme si tout se déroulait comme prévu. Je saisis rapidement mon téléphone, faisant semblant d'appeler une ambulance. Ma voix paniquait. « S'il vous plaît, venez vite, mon fils s'est évanoui. Il ne respire plus. » Nathalie était à côté de lui, se couvrant le visage et pleurant. « Non, ça ne peut pas être. Il ne peut pas. » Mais je remarquai que même si des larmes coulaient, il n'y avait pas de vraie douleur. Je me détournai, évitant son regard, de peur de ne pas pouvoir me contenir et de lui crier la vérité. Quelques minutes plus tard, le son d'une sirène d'ambulance remplit la rue. Les ambulanciers, qui étaient en fait des policiers en civil, mirent Julian sur une civière et le chargèrent rapidement dans l'ambulance. Nathalie s'élança, exigeant d'y aller avec eux. Je dois aller avec lui. Je suis sa femme. Mais un officier l'arrêta, sa voix ferme. Je suis désolé. Une seule personne peut accompagner le patient. Je m'avançai, pris la main de Nathalie et fis semblant de la réconforter. Reste, ma chère. J'irai avec Julian. Je te ferai savoir ce qui se passe. Elle hocha la tête, les yeux rouges, mais je sentis sa main trembler comme si elle retenait quelque chose. Je montai dans l'ambulance. La porte se referma et le véhicule démarra. Assise à côté de Julian, je lui pris la main et murmurai, « Tu as très bien joué. Maintenant, c'est mon tour. »
Il ouvrit les yeux et sourit faiblement. Je te fais confiance, maman. Je sentis une chaleur dans mon cœur, mais aussi une grande lourdeur. Je savais que cette mascarade serait le tournant, mais aussi une autre blessure dans nos deux âmes. À l'hôpital Saint-Joseph, tout était parfaitement organisé. Julien gisait immobile sur un lit, connecté à des fils et des machines. Un moniteur simulait un arrêt cardiaque, créant une scène terriblement réaliste. Le docteur Evans était à ses côtés, révisant le faux dossier et me lançant occasionnellement un regard rassurant. Je m'assis au chevet, regardant mon fils immobile, et même si je savais que tout était un mensonge, je ne pouvais pas empêcher mes yeux de se remplir de larmes. Je pensais aux années où Julien était petit, quand il courait dans le jardin en me tenant la main. Maintenant, il était là dans le cadre d'un plan pour démasquer la femme qu'il avait autrefois aimée. J'essuyais mes larmes, me disant que je devais être forte. Je pris mon téléphone et envoyai un message à Nathalie. Mes mains tremblaient en tapant. Viens immédiatement à l'hôpital. Julien n'a pas survécu. J'appuyai sur envoyer, me sentant comme si je venais de jeter une pierre dans un abîme. Puis je m'assis et attendis, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas dans le couloir me rendait nerveuse. Le détective Bryant était dans un coin de la pièce, observant tout à travers le moniteur de la caméra cachée. Il murmura, « Tu fais très bien maintenant. » Nous n'avons plus qu'à attendre sa réaction. Environ 40 minutes après l'envoi du message, des pas pressés se firent entendre dans le couloir de l'hôpital Saint-Joseph. Nathalie apparut, les cheveux ébouriffés, un talon tordu, et les yeux si rouges qu'on aurait dit qu'elle s'était forcée à pleurer tout le long du chemin. Elle s'élança vers moi, me serra fort dans ses bras et cria, « Ça ne peut pas être Caroline, Julien. » Il était si jeune. Sa voix se brisa, mais je sentais la fausseté dans chaque son. Je restais rigide, essayant de jouer le rôle d'une mère dévastée. « Nathalie, calme-toi, ma chère, murmurai-je. » Ma voix s'étranglait, non pas à cause du jeu d'actrice, mais à cause de la rage et de la douleur qui me consumaient. La voir pleurer ainsi me donnait envie de crier, mais je savais que ce n'était pas encore le moment. La pièce était toujours en cours, et je devais maintenir mon rôle. Le détective Bryant et 3 agents en civil se tenaient à une courte distance, faisant semblant d'être des passants, mais je savais qu'ils surveillaient tous les mouvements de Nathalie. L'un d'eux, portant des lunettes de soleil, enregistrait discrètement avec une petite caméra cachée dans ses vêtements. Nathalie ne remarqua rien. Elle continua à me serrer dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. « Caroline, comment cela a-t-il pu arriver ? » « Je ne peux pas y croire, sanglota-t-elle. J'hochai la tête, lui tapotant le dos. Mais à l'intérieur, je voulais juste la repousser et la confronter à la vérité. Je la guidai, ma voix tremblante. « Viens voir Julien une dernière fois. Il est là-dedans. » Je conduisis Nathalie dans la pièce spéciale où Julien gisait immobile sur le lit, couvert d'un drap jusqu'à la poitrine, le visage pâle grâce à un maquillage expert. Les machines autour de lui simulaient un arrêt cardiaque avec de faibles bips, créant une atmosphère terriblement réaliste. Nathalie s'approcha. Ses mains tremblantes touchèrent celles de Julien. Ses larmes coulaient à flots, mais je remarquai que son regard n'était pas celui de la douleur. C'était un regard de soulagement, une étrange lueur, comme si un grand poids venait d'être levé de ses épaules. Mon cœur se serra. Comment pouvait-elle rester là, faisant semblant de pleurer alors qu'elle-même avait causé tout cela ? Soudain, Nathalie se pencha et murmura si bas que je pouvais à peine l'entendre. « C'est enfin fini. » Elle se mordit la lèvre instantanément, comme si elle réalisait son erreur. Mais il était trop tard. La phrase avait été clairement entendue, captée par le microphone caché dans la pièce. Je restai figé, sentant mon sang se glacer. Et juste à ce moment-là, les yeux de Julien s'ouvrirent en grand, et il se redressa brusquement dans le lit. Nathalie hurla et recula. Ça ne peut pas être. J'ai été si prudente. Sa voix était pure panique. Ses yeux s'écarquillèrent d'une terreur absolue, comme si elle voyait un fantôme. Je restai là, mon cœur battant à tout rompre, ne sachant pas si je devais ressentir du soulagement ou de la douleur. Julien regarda directement Nathalie, ses yeux pleins de colère et de déception. Prudente, répéta-t-il, sa voix aussi froide que la glace. Prudente pour me tuer, n'est-ce pas ? Nathalie tituba en arrière, agrippant le bord du lit pour ne pas tomber. Non, ce n'est pas ça. Vous ne comprenez pas, balbutia-t-elle, mais sa voix tremblante la trahissait.
Le détective Bryant entra dans la pièce. Sa voix était ferme. Nous en avons assez entendu, mademoiselle Nathalie. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. 3 autres agents apparurent derrière lui, bloquant toute évasion. Nathalie se retourna, le visage livide. Non, ce n'est pas moi, cria-t-elle, sa voix se brisant. C'était juste une épice. Je voulais juste ajouter plus de saveur. Mais Bryant ne la laissa pas continuer. Il leva un dossier et une clé USB. Sa voix était calme, mais perçante. Voulez-vous voir les preuves? La vidéo de vous en train de mettre une poudre blanche dans la soupe, les résultats du laboratoire avec de l'arsenic, l'enregistrement de votre appel téléphonique, et ce que vous venez de dire il y a quelques secondes. Tout est là. Nathalie chancela comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Elle me regarda, puis Julian avec un air de panique totale. Je ne voulais tuer personne, murmura-t-elle, mais ensuite, comme si elle ne pouvait plus supporter la pression, elle s'effondra au sol, se couvrant le visage et criant. Je voulais juste l'argent. Je ne voulais pas le faire, mais cette vieille femme allait tout donner à une œuvre de charité. Elle ne m'a laissé aucun autre choix. Cette confession fut comme le coup de poignard final, confirmant tous mes soupçons. Je restais là à la regarder, le cœur déchiré entre la douleur et le soulagement. La douleur de la trahison de quelqu'un que je considérais ma fille, et le soulagement parce qu'enfin la vérité avait éclaté. Julian s'approcha, me passa le bras autour des épaules et murmura, « Maman, nous avons gagné. » Sa voix tremblait, mais elle était remplie de détermination. Je lui pris la main et la serrai, sentant la chaleur de la main de mon fils, une chaleur que j'avais failli perdre pour toujours. « Mon fils, je suis si fier de toi, dis-je tandis que des larmes coulaient silencieusement. Nathalie était toujours au sol, la tête baissée, ses sanglots mêlés au bruit des pas des agents qui s'approchaient pour la menotter. « Venez avec nous, dit Bryant sans une once de compassion. Nathalie leva les yeux, son regard suppliant dirigé vers moi, mais je secouai simplement la tête. « Tu as choisi ce chemin, Nathalie, dis-je, ma voix étranglée. Je t'ai fait confiance, mais tu nous as tous trahis. » Quand ils l'emmenèrent, le couloir de l'hôpital tomba dans le silence. Je serrai Julian dans mes bras, sentant les battements de son cœur, ces battements que je craignais de ne plus jamais entendre. Nous restâmes là au milieu de l'agitation de Saint-Joseph. Mais à ce moment-là, il n'y avait que nous deux. Je pensais à toutes les années passées. Les jours où j'avais élevé Julian seul. Le rêve de construire une marque de parfum pour lui. Toute la douleur, tous les sacrifices prenaient maintenant un sens parce que nous nous avions l'un l'autre. Je serrai la main de Julian, ressentant un grand soulagement dans mon cœur, mais aussi les cicatrices que seul le temps pouvait guérir. La police a rapidement emmené Nathalie dans une salle d'interrogatoire improvisée à l'hôpital. Une petite pièce avec une lumière fluorescente froide. Julian et moi avons été conduits dans une salle d'observation adjacente avec un miroir sans teint qui nous permettait de tout voir sans être vus. Je me suis assise, tenant la main de Julian, sentant le tremblement dans les doigts de mon fils. Il était silencieux, son regard fixé sur Nathalie à travers le miroir, comme s'il essayait de retrouver l'image de la femme qu'il avait autrefois aimée. Je lui ai serré la main et j'ai murmuré, « Mon fils, nous allons en finir aujourd'hui. » Mais à l'intérieur, je n'étais pas sûr de réconforter Julian ou moi-même. Nathalie était assise en face du détective Bryant, les cheveux ébouriffés et les mains menottées sur la table métallique. Sa tête était baissée, mais je pouvais encore voir la sueur sur son front. Le détective Bryant a commencé, sa voix douce mais tranchante. « Mademoiselle Nathalie, nous ne voulons pas vous compliquer la tâche. Dites-nous simplement la vérité. Pourquoi l'avez-vous fait ?» Nathalie a levé les yeux. Ses yeux ont parcouru la pièce. Sa voix était défiante. « Je n'ai rien fait. Vous inventez tout ça pour me piéger. » Elle parlait fort, mais sa voix tremblait, comme si elle essayait de se convaincre elle-même plus que quiconque. Bryant n'a pas répondu. Il a silencieusement posé une petite fiole en verre sur la table, la même que la police avait trouvée dans ma cuisine. « Alors qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, son ton calme, mais plein de pression. « Du sel, du sucre ou de l'arsenic ?» Nathalie a fixé la fiole avec des yeux écarquillés, mais n'a pas répondu. Elle s'est mordu la lèvre, serrant les mains si fort que ses phalanges sont devenues blanches. J'ai vu Julian à côté de moi serrer les poings. Sa respiration s'est accélérée. « Calme-toi, mon fils, ai-je murmuré,
lui tenant l'épaule. Mais moi aussi, je retenais la rage qui bouillonnait en moi. La porte de la salle d'interrogatoire s'est ouverte et un médecin de l'hôpital est entré avec des papiers. Ce sont les résultats des échantillons de soupe et de jus que nous avons prélevés chez vous, a-t-il dit, regardant directement Nathalie. La concentration d'arsenic est suffisante pour tuer un adulte en bonne santé en peu de temps. Nathalie a secoué la tête, riant nerveusement. Sa voix s'est brisée. Non, ça ne peut pas être. Je lui donnais juste des vitamines. Julien était toujours fatigué. Je voulais juste qu'il se sente mieux. Mais sa voix était faible, comme si elle ne croyait pas ses propres mots. Bryant ne l'a pas laissé continuer. Il a allumé l'écran sur la table, et la vidéo de la caméra cachée de la cuisine est apparue. L'image était nette. Nathalie devant la marmite, ouvrant la petite fiole, saupoudrant la poudre blanche, puis remuant rapidement, la camouflant en ajoutant un peu de sel et de poivre. Son visage était froid. Sans un soupçon de doute, j'ai entendu Julien laisser échapper un soupir étouffé. Il a baissé la tête, se couvrant le visage, comme s'il ne pouvait pas supporter de voir la femme qu'il aimait dans cet enregistrement. Je lui ai pris la main et l'ai serrée, sans rien dire. Mon âme souffrait, mais je savais qu'il était temps d'être plus forte que jamais. « Avez-vous autre chose à dire ?» a demandé Bryant. Sa voix est restée calme mais tranchante comme un rasoir. Nathalie a secoué la tête. Ses yeux se sont agités. La sueur a coulé sur ses joues. Je ne sais rien de l'arsenic, a-t-elle balbutié. Bryant a fait signe à l'officier à côté de lui, et un enregistrement audio a été diffusé. La voix de Nathalie a résonné dans la pièce. Encore quelques jours après ça. Je serai la seule à tout avoir. C'était la conversation que j'avais enregistrée la nuit précédente quand elle chuchotait au téléphone. Nathalie s'est figée, son visage pâle comme si elle avait été giflée. Ce n'est pas moi, a-t-elle crié, mais sa voix n'avait plus de force ni de conviction. Julien à côté de moi a bondi, les poings serrés et les yeux rouges. Maman, je n'en peux plus, a-t-il crié, sur le point de quitter la salle d'observation. Je l'ai rapidement arrêté, le serrant fort dans mes bras. Mon fils, laisse la police faire son travail. Elle ne peut plus le nier. Mais en voyant la douleur dans les yeux de Julien, je savais que ce n'était pas seulement de la rage, mais un cœur brisé par la trahison. La femme qu'il avait aimée, en qui il avait eu confiance, était assise là, acculée par ses propres actions. Bryant a continué. Il a placé une copie de mon testament et de mes documents de succession sur la table, pointant la partie cruciale. Si Julien mourait en premier, vous seriez l'unique héritière de tous les biens de votre belle-mère. Vous le saviez, n'est-ce pas? Nathalie a regardé les papiers, la panique dans les yeux. Elle a ouvert la bouche, mais n'a rien pu dire. Bryant a poursuivi. Vous avez planifié cela pendant longtemps, n'est-ce pas? Vous avez commencé avec de petites doses d'arsenic, puis vous les avez augmentées lorsque vous avez appris qu'elle prévoyait de donner sa fortune à une œuvre de charité. Nathalie s'est effondrée en pleurs, mais ce n'était pas des larmes de remords. Elle a crié, sa voix remplie de rage. C'est la faute de cette vieille femme. Si elle n'avait pas annoncé la donation, je n'aurais pas eu à précipiter les choses comme ça. Cette phrase a été comme le coup de poignard final droit au cœur. J'étais paralysé, sentant le monde s'effondrer. Nathalie non seulement voulait tuer Julien, mais elle me blâmait comme si je l'avais poussé à commettre ce crime. Julien m'a serré dans ses bras, sa voix tremblante. Maman, ne l'écoute pas. Elle ne mérite pas de te faire souffrir. Le détective Bryant a hoché la tête à l'officier à côté de lui et a signé un mandat de détention préventive sur le champ. Mademoiselle Nathalie sera transférée au commissariat central pour la suite de l'enquête, a-t-il dit sans une once de compassion. Nathalie s'est effondrée, se couvrant le visage et sanglotant, mais personne dans la pièce n'a été ému. Ils l'ont emmenée. Le bruit de leurs pas lourds a résonné dans le couloir de l'hôpital. Julien et moi sommes restés assis, silencieux, regardant à travers le miroir sans teint, où ne restait que la table vide et le dossier de documents. Le lendemain matin, Julien et moi sommes entrés au siège de la police de Chicago, où Nathalie avait été emmenée pour sa déclaration officielle. L'atmosphère dans le bâtiment était lourde. Ça sentait le vieux papier et le café froid. J'ai pris la main de Julien, sentant la tension dans ses doigts. On nous a conduits dans une petite pièce où un officier nous a dit de nous asseoir en tant que témoins. J'ai regardé mon fils.
Son visage montrait encore la douleur de la veille, mais son regard était plus ferme. « Maman, tout se termine aujourd'hui, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé à voix basse. J'ai hoché la tête, lui serrant la main. « Oui, mon fils. Nous mettrons fin à ce cauchemar. » Ils ont fait entrer Nathalie dans la salle d'interrogatoire, séparée de nous par une vitre. Elle était assise la tête baissée, les mains menottées, ses cheveux en désordre couvrant la majeure partie de son visage. Il ne restait rien du glamour et du charme de la belle-fille dont j'avais été si fier autrefois. Le chemisier de soie qu'elle portait était froissé, ses yeux gonflés et rouges, non pas de pleurs mais d'épuisement. Je la regardais avec un mélange de colère et de douleur. Cette femme avait fait partie de ma famille, s'était assise à ma table, avait ri avec moi et Julien. Maintenant, elle était là comme une étrangère, comme quelqu'un qui m'avait presque tout pris ce que j'aimais. L'avocat commis d'office de Nathalie, un homme d'âge moyen en costume gris, est entré dans la pièce. Il a posé sa mallette sur la table et a dit à voix basse, « Mademoiselle Nathalie, je vous conseille de coopérer. Les preuves contre vous sont accablantes. » Nathalie a levé les yeux, la panique dans le regard. Mais ensuite, comme si toutes ses forces s'étaient épuisées, elle a murmuré, « Je vais tout vous dire. Je ne veux plus rien cacher. » Cette phrase m'a figé. Julien à côté de moi a pris une profonde inspiration, serrant les poings. J'ai posé une main sur son épaule pour le calmer, mais je tremblais aussi à ce que j'étais sur le point d'entendre. Nathalie a commencé à confesser. Sa voix était faible, mais claire. J'ai fait des recherches sur l'arsenic sur Internet, sur des forums cachés. Je savais que ce n'était pas facile à détecter si on utilisait de petites doses. Elle a fait une pause, a dégluti et a continué. Je l'ai acheté auprès d'un contact sur le marché noir, un vendeur de produits chimiques illégaux à la périphérie de la ville. J'ai commencé à en mettre dans la nourriture de Julien. Juste un peu tous les jours. L'entendre m'a donné des frissons. J'ai serré le bord de la table jusqu'à ce que mes phalanges me fassent mal. L'image de Nathalie dans la cuisine saupoudrant la poudre blanche dans la soupe est apparue vivement dans mon esprit. Je ne voulais pas qu'il meure tout de suite, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Je voulais juste qu'il s'affaiblisse, que tout le monde pense que c'était une maladie, et quand il serait parti, j'hériterais de la fortune. Après ça, j'avais prévu de trouver un moyen pour Caroline. Elle a hésité, regardant vers la vitre comme si elle savait que j'étais là. Pour que Caroline décède aussi naturellement. Julien a bondi et a frappé sur la table. « Tu voulais tuer maman aussi » a-t-il crié, les yeux rouges. Je l'ai tiré pour qu'il s'asseye et les serrer fort dans mes bras, murmurant, « Mon fils, calme-toi. Elle ne peut plus nous faire de mal. » Mais à l'intérieur, je me sentais brisé. Nathalie non seulement voulait voler mon fils, mais elle m'avait aussi ciblé. Tout ça pour une ambition sans limite. Le détective Brian dans la salle d'interrogatoire prenait des notes précises. Il a demandé d'une voix calme. « Alors, quel était votre motif ? Juste l'argent ?» Nathalie a hoché la tête. Des larmes coulaient sur son visage, mais je ne voyais aucun remords. « Je n'avais rien, a-t-elle dit. J'ai grandi dans la pauvreté. Quand j'ai épousé Julien, j'ai pensé que j'aurais une vie différente. Mais ensuite elle a dit qu'elle donnerait toute sa fortune à une œuvre de bienfaisance. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. J'ai couvert mon visage. Des larmes coulaient silencieusement. J'avais cru que Nathalie était la belle-fille idéale. Je croyais qu'elle aimait vraiment Julien. Mais maintenant la vérité était révélée comme une blessure ouverte. La police a enregistré toute la déclaration. Ils ont rédigé le rapport et l'avocat de Nathalie est resté silencieux, incapable de la défendre alors que sa propre cliente s'était incriminée. Brian a signé le mandat d'arrêt. Sa voix était ferme. Vous serez transféré au centre de détention pour la suite de l'enquête. La tentative de meurtre n'est pas une question mineure. Nathalie a baissé la tête sans un mot alors que deux officiers la conduisaient hors de la pièce. En quelques heures, la nouvelle s'est répandue dans tout Chicago. Les journaux titraient « Jeune mondaine arrêtée pour tentative d'empoisonnement de son mari afin d'hériter de sa fortune ». Je lisais ces mots sur mon téléphone, ayant l'impression de vivre un cauchemar. Les actions de la société financière où Julien était directeur général ont chuté, mais heureusement, le conseil d'administration a agi rapidement. Ils ont tenu une conférence de presse. Ils ont été transparents avec les informations et l'opinion publique s'est calmée.
Pendant ce temps, ma marque de parfum a été saluée par la presse pour une décision inattendue. J'ai transformé le faux plan de fondation en réalité, créant une fondation pour protéger les femmes victimes de violences domestiques. Je voulais transformer cette douleur en quelque chose de significatif afin que personne n'ait à traverser ce que Julian et moi avons vécu. Julian, après plusieurs tests, a progressivement retrouvé sa santé. Les traces d'arsenic dans son corps ont diminué, et le médecin a dit qu'il serait bientôt de retour à la normale. Un après-midi, nous étions tous les deux assis sur le balcon de la maison, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de Chicago d'un rouge intense. Julian m'a pris la main, sa voix chaleureuse. « Maman, grâce à toi, je suis encore en vie. À partir de maintenant, nous ne laisserons personne s'immiscer dans notre famille. » Je l'ai regardé. J'ai souri, mais les larmes ont recommencé à couler. « Mon fils, je veux juste que tu sois en sécurité. » Je ne pouvais pas te perdre, il m'a serré dans ses bras. Et à ce moment-là, j'ai ressenti la force de l'amour d'une mère, la seule chose qui ne peut jamais être détruite. En regardant le coucher de soleil, je pensais silencieusement. L'avidité de Nathalie l'avait enterré. Mais mon amour pour Julian et le sien pour moi avaient tout surmonté. Cette maison, la marque de parfum et tous nos rêves continueraient d'exister. Non pas pour l'argent, mais parce que nous avions l'un l'autre. J'ai serré la main de Julian, ressentant un grand soulagement dans mon cœur, mais aussi les cicatrices que seul le temps pourrait guérir. L'histoire que nous avons racontée est fictive, mais elle est basée sur des événements réels. Les noms et les lieux ont été modifiés pour protéger l'identité des personnes impliquées. Nous ne racontons pas cela pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un écoutera et s'arrêtera pour réfléchir. Combien de mères souffrent en silence à l'intérieur de leur propre maison? Je suis vraiment curieuse. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Choisiriez-vous de rester silencieux pour maintenir la paix, ou oseriez-vous affronter tout cela pour retrouver votre voix? Je veux savoir ce que vous en pensez parce que chaque histoire est une bougie qui peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Dieu bénit toujours, et je crois fermement que le courage nous mène vers de meilleurs jours.